Le contrôle interne correspond à l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l'entreprise, qui a pour but d'assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine, la qualité de l'information, d'assurer l'application des instructions de la direction et de favoriser l'amélioration des performances. Donc, ensuite, vous avez, il se manifeste par l'organisation, les méthodes, procédures de chacune des activités de l'entreprise pour maintenir la pérennité de celle-ci. Donc, c'est une définition hors des experts comptables, mais il y a d'autres définitions qui sont aussi données sur ce contrôle interne. Vous avez celle des commissaires aux comptes, constituée par l'ensemble des mesures de contrôle. Vous voyez, on parle de contrôle, comptable ou autre, que la direction définit. On voit apparaître toujours la direction, c'est important ici dans ce contrôle interne. Donc que la direction définit, applique et surveille sous sa responsabilité. Donc la responsabilité de la direction pour assurer la protection, on dit, du patrimoine de l'entreprise, assurer aussi la fiabilité des enregistrements comptables et bien sûr des comptes annuels qui en découlent. Vous avez aussi une définition de l'AMF, qui est une définition aussi qui peut être reprise ici dans ce cours, dispositif d'une société, définie, mise en œuvre sous sa responsabilité. Donc derrière, sous sa responsabilité, on parle encore bien sûr de la direction qui vise à assurer la conformité aux lois et règlements, l'application des instructions et des orientations fixées par la direction générale, le bon fonctionnement des processus internes de la société, notamment ceux concourant à la sauvegarde de ses actifs, sauvegarde des actifs corporels, incorporels, et la fiabilité des informations financières. Nous allons présenter d'ailleurs à partir de cette définition de l'AMF les objectifs du contrôle interne et on peut reprendre la définition de l'AMF en reprenant les 4 objectifs ici de ce contrôle interne. Le premier objectif, l'AMF disait la conformité aux lois et aux règlements. Il s'agit de lois et règlements auxquels est soumise la société et compte tenu du grand nombre de domaines existants, droit des sociétés, droit commercial, environnement social, etc., il est nécessaire que la société dispose d'une organisation qui va lui permettre de connaître bien sûr déjà les différentes règles qui lui sont applicables, d'être en mesure d'être informé en temps utile de toutes les modifications qui sont apportées à ces règles, on l'appelle la veille juridique, de transcrire toutes ces règles dans les procédures internes de la société et d'informer et de former les collaborateurs ici sur ces nouvelles règles qui bien sûr les concernent. Premier objectif, conformité aux lois et règlements. Deuxième objectif, donc voilà, connaître les différentes règles qui y sont applicables, être en mesure d'informer, je reprends ici ce que je viens de dire, transcrire ces règles dans les procédures internes et informer ensuite et former les collaborateurs. Deuxième objectif, application, donc l'AMF disait, application des instructions et des orientations fixées par la direction générale ou le directoire. Cet deuxième objectif, il faut que les instructions soient obligatoirement communiquées aux collaborateurs concernés en fonction des objectifs qui ont été assignés à chacun d'eux, de façon à fournir des orientations sur la façon dont les activités doivent être menées au sein de l'entité. Ça, c'est donc le deuxième objectif. Troisième objectif, le bon fonctionnement des processus internes. On parle, dans les définitions, on parle de sauvegarde. Plusieurs fois, on a utilisé ce terme sauvegarde des actifs. Alors, quand on dit sauvegarde des actifs, déjà par actif, il faut entendre non seulement les actifs corporels, bien sûr, mais aussi les actifs incorporels, tels que les savoir-faire, l'image, la réputation. Et ces actifs, qu'ils soient corporels ou incorporels, donc peuvent disparaître à la suite de vols. Je parle surtout des actifs, je parle bien sûr là des actifs corporels. Il peut y avoir des fraudes aussi, une improductivité, des erreurs. Et donc toute cette sauvegarde d'actifs est essentielle pour l'entité. Et une faiblesse dans le contrôle interne peut générer des vols, par exemple, d'actifs. Donc les processus qui doivent contrôler, qui doivent assurer, on va dire, la sauvegarde de ces actifs, doivent faire l'objet d'une attention très particulière, bien sûr. La fiabilité des informations financières. Alors, fiabilité des informations financières, la qualité en fait du dispositif de contrôle interne. Donc cette qualité peut être recherchée au moyen de, il y a des grands principes qui apparaissent ici dans ce paragraphe, d'une séparation des tâches. Il faut absolument bien, on parle de séparation des fonctions, bien distinguer les tâches opérationnelles, donc les tâches de conservation, d'enregistrement, et le commissaire aux comptes va veiller à ce que cette séparation des tâches au sein de l'entité soit assurée. Description des fonctions devant permettre d'identifier
l'origine des informations produites et les destinataires, et d'un système de contrôle interne comptable qui permet d'assurer que les opérations vont être correctement effectuées par rapport aux instructions de la direction générale, qu'elles sont comptabilisées de façon à produire des comptes sincères, donc produire une information financière qui est bien sûr normalement conforme aux principes admis. Voilà pour ces objectifs du contrôle interne. Nous allons étudier maintenant les conditions de fiabilité du contrôle interne. Le contrôle interne, on vient d'en parler, est une des conditions essentielles de la régularité, de la sincérité, de la valeur probante de la comptabilité. Et pour être régulière, eh bien, la comptabilité doit être conforme, bien sûr, aux règles et principes comptables. Et pour être sincère, elle doit enregistrer tous les faits. Tous les faits, bien sûr. Et pour avoir une valeur probante au sens fiscal, elle doit être complète, pas de dissimulation, par exemple, de chiffre d'affaires, bien sûr. Alors, le principal avantage du contrôle interne, c'est d'éviter les risques qui sont inhérents à l'exploitation, tels que des vols, puisqu'on peut avoir, on vient d'en parler avec la sauvegarde des actifs, des disparitions de biens au niveau des immobilisations ou bien au niveau des stocks, des factures qui pourraient être payées 2 fois, donc une procédure au niveau de la commande fournisseur, une procédure correcte, bien sûr, une bonne procédure au niveau de la commande fournisseur va éviter ce double paiement et aussi d'acheter trop cher, par exemple, des marchandises ou des services. Des clients défaillants, donc éviter ce risque aussi, bien sûr, des clients défaillants avec une procédure de suivi des commandes clients qui va permettre de s'assurer que toutes les commandes sont conformes aux instructions de la direction, par exemple, quant à la solvabilité, bien sûr, de ses clients. Alors, 4 conditions sont nécessaires à un bon contrôle interne. Première condition, il faut l'adhésion des dirigeants. Le contrôle interne ne pourra réussir que si les dirigeants sont persuadés de son utilité. Deuxième, condition, il faut un personnel compétent et honnête. Compétent dans le domaine comptable et honnête, bien sûr. Définition d'une structure. On va déléguer des pouvoirs. On va donc avoir dans l'entité des responsabilités qui doivent être définies. Il faut ensuite coordonner toutes ces responsabilités. Et 4e condition, l'existence de dispositifs de contrôle. Donc, dispositifs de contrôle pour superviser les travaux des exécutants, pour faire des contrôles réciproques sur des contrôles réciproques par la séparation des tâches. On vient d'en parler de la séparation des tâches, séparation des fonctions ici. Voilà donc les 4 conditions nécessaires à un bon contrôle interne. La place du contrôle interne dans la mission de l'auditeur. Alors c'est important puisque l'auditeur, lui, va devoir prendre connaissance de ce contrôle interne de façon à pouvoir identifier les anomalies potentielles et de prendre en considération aussi tous les facteurs qui peuvent engendrer des anomalies significatives dans les comptes. La notion de risque qui a été déjà présentée dans les sections précédentes, enfin dans les séquences précédentes, est une notion essentielle pour le commissaire aux comptes. Donc détecter les anomalies significatives dans les comptes, et pour faire ceci, le commissaire aux comptes doit prendre connaissance des éléments suivants. Tout d'abord, l'environnement de contrôle, qui se traduit par un comportement de personnes qui constitue le gouvernement d'entreprise, la direction, ici, les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et bien sûr les incidences sur les comptes, de façon à mettre en œuvre des actions pour répondre à ces risques, les procédures de contrôle interne en place qui existent aujourd'hui, de façon à prendre en compte ces risques qui résultent de l'utilisation, par exemple, de traitements informatisés. Et ainsi, la direction va pouvoir s'assurer que les directives ont bien été respectées. Les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, de façon aussi à mettre en œuvre des actions correctives, et le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. Le système d'information, nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Des principes généraux du contrôle interne.